histoire. Voilà. Alors, vous vous en doutez, dans votre question, il y a 2 livres et 2 historiens qui ne me posent pas de problème. C'est Georges Duby et Emmanuel Leroy-Ladurie. Et Jean-Louis Bory, c'est bien qu'il m'en pose. Ah bon. Alors, je vais peut-être vous décevoir, car vous aimez bien qu'il y ait Ah non, parfois pas du une tout. certaine vivacité pas du tout. Là, dans là, l'apostrophe. non, Mais moi, je dois dire que je ne vais pas être du tout agressif à l'égard de Jean-Louis Bory. D'abord parce que son livre est très agréable. Oui. Bien que n'appartenant pas à la nouvelle histoire. Bien que n'appartenant que marginalement à la nouvelle histoire. Voilà. Ah ben alors, faut me faire la démonstration. Marginal de la nouvelle histoire. Faut m'en faire la démonstration. Hein. Et vous savez, je peux la faire. notre métier, enfin, que nous nous efforçons de rendre toujours intéressant pour nous et pour les autres, n'est pas toujours amusant. Et nous avons là un livre qui est extrêmement agréable, qui est un livre qui est extrêmement plaisant au meilleur sens du mot. Mais je crois qu'il y a 2 aspects qui sont importants par rapport à l'histoire en général et par rapport à la nouvelle histoire. Jean-Louis Bory n'est malheureusement pas le parfait exemple de l'historien amateur, parce que c'est malgré tout un universitaire d'origine, même s'il est devenu maintenant essentiellement un écrivain et un romancier, et donc il y a quand même du métier là-dedans, et ça se sent, si vous me le permettez, et c'est un compliment plutôt. J'aime profondément l'histoire. Il y a donc le fait, n'est-ce pas, dont nous devons avoir conscience. L'histoire n'est pas une science comme les autres, en particulier du fait qu'elle peut être faite, et elle peut être bien faite, elle peut être faite d'une façon intéressante par des non-professionnels. On ne peut pas s'amuser à faire de la physique ou de la mathématique si on n'est pas physicien ou mathématicien. Si on n'est pas historien, on peut écrire des livres d'histoire, et ces livres existent. Et par conséquent, c'est un devoir pour les historiens, et en particulier pour la nouvelle histoire, d'essayer de situer cet apport des non-historiens professionnels par rapport aux nouvelles orientations. Et alors, voyez-vous, nous, ce que nous souhaitons, ce que nous espérons, c'est que ces historiens amateurs ou marginaux, marginal, oui, se mettent à faire une histoire qui soit la nouvelle histoire marginale, qui ne soit pas la vieille histoire des batailles, la vieille histoire des maîtresses de Louis XV, etc. Alors, vous allez me dire que je tombe mal et que d'une certaine façon, le Cambacérès de je Jean-Louis l'ai choisi Bory, spécialement pour ça. Oui, je sais que vous m'avez... Parce qu'effectivement, il n'y a pas les maîtresses de Louis XV, mais il y a les maîtresses de Cambacérès. Elles ont des moustaches, celles-là. Nous avons l'impression qu'on a affaire à un grand homme, qu'on a affaire à une histoire événementielle, que nous avons les règnes, etc. Et c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ah. Ce n'est pas vrai en particulier parce que Jean-Louis Bory, en définitive, a posé un problème. Et la nouvelle histoire, c'est précisément une histoire problème. Ce n'est pas une histoire qui se contente de raconter de façon plus ou moins astucieuse, mais qui, en définitive, justement, ne fait pas réfléchir, ne pose pas de problème. Et le problème qu'il s'est posé, et que, sans avoir l'air d'y toucher, il propose, c'est comment se fait-il que quelqu'un comme Cambacérès, appartenant à un certain milieu social, ayant une certaine fonction, car Georges Duby montre, vous savez, à la fin de son livre, que le second ordre, celui de ces guerriers que vous n'aimez pas, c'est un ordre aussi qui s'approprie la justice et qui souvent apparaît comme remplaçant sa fonction de guerrier par une fonction de justicier. Alors donc ce monsieur, avec sa place dans la société, avec sa compétence professionnelle, comment se fait-il, problème, qu'il ait pu ainsi traverser 5 régimes? C'est un problème. C'est une nouvelle histoire marginale, mais, si vous me le permettez, je peux vous annexer à la nouvelle histoire. Très bien, annexez-moi. Eh bien, bon, vous êtes d'accord pour annexer le livre de Jean-Louis Bory à la nouvelle histoire? Non, parce qu'il y a quand même pas... Alors, Emmanuel Leroy-Ladurie, est-ce que vous annexez Jean-Louis Bory à la nouvelle histoire? Je ne suis pas hostile à l'ancienne histoire. Alors... Ah bon, donc vous pensez que c'est de l'ancienne histoire? Je me suis intéressé tout de même à la vie collective à Montpellier qui doit vous être chère. C'est vrai, mais alors c'est uniquement les premiers chapitres. Ah ben oui, c'est la girouette Louis XV. Georges Duby. Ce que j'admire, c'est Jacques Le Goff. Oui, ça, moi aussi. C'est mon émerveillement. Alors là, vraiment, là, pour rattraper ce livre de nouvelle histoire, Il y a côté il
m'intéresse chez Le Goff. Bon, alors là, je crois qu'on connaît la réponse des deux autres nouveaux historiens. Bon, maintenant, je voudrais que vous en veniez. Qu'est-ce que c'est? Comment J'ai donc essayé d'indiquer que la nouvelle histoire, donc, c'est par exemple une histoire problème. Lucien Febvre, il y a déjà 50 ans, justement, en face de l'histoire récit, de l'histoire des événements, a proposé une histoire qui parte d'une question. Une histoire qui tutoie le passé, une histoire qui questionne les documents. Et non seulement les livres que nous avons ici, et qui certainement, s'ils avaient paru il y a 6 mois au lieu de 6 jours, figureraient dans ce dictionnaire, sont des illustrations, et je suis presque un peu gêné de le dire ici et devant eux, mais je crois, enfin, de grandes illustrations de cette nouvelle histoire, mais vous le savez... Pourquoi les œuvres et les noms de Georges Duby et d'Emmanuel Leroy-Ladurie figurent très souvent dans cette ouvrage. Pourquoi alors deux livres? Alors voilà, pour le livre de Georges Duby, il l'a dit déjà lui-même. Il est parti essentiellement d'un concept, d'une idée, et il a montré comment cette idée a été à l'œuvre et est devenue dominante au cours de 2 siècles d'une longue histoire. Et il s'est posé le problème, qui est un des problèmes essentiels de cette nouvelle histoire, des rapports entre le mental et le matériel. Quel est le rôle des concepts? Quel est le rôle de l'idéologie? Quel est le rôle de l'imaginaire dans l'histoire? Non, pas du tout. Qu'il l'oppose ou qu'il le sépare du matériel. Il montre comment il y a entre l'économie et la société et ses schémas intellectuels un constant dialogue, une imbrication, comment tout ceci se structure au sein de ce qu'il appelle la révolution féodale. Mais une histoire, une époque, un système historique est fait autant d'idées et de concepts qu'il est fait de techniques, d'économie, de classe sociale. D'autre part, dans le titre même de l'ouvrage apparaît un de ces nouveaux objets de l'histoire. Car une des caractéristiques de ce que l'on appelle, encore une fois, mettons peut-être des guillemets, la nouvelle histoire, c'est d'avoir fait entrer dans le champ de l'histoire, et c'est ce que nous avions déjà essayé de montrer, Pierre Nora et moi, quand nous avions suscité ce rassemblement d'historiens autour de faire de l'histoire, qui a fait entrer de nouveaux objets de l'histoire que les historiens ne considéraient pas jusqu'alors, soit parce qu'ils les laissaient aux sociologues, aux ethnologues, ou parce que c'était tout simplement en dehors de leur champ habituel. Et l'un de ces principaux objets, c'est l'imaginaire. Il s'agit, n'est-ce pas, de donner à l'imaginaire un statut de témoin et de force agissante de l'histoire. Cette histoire aussi, elle se veut, mais non pas d'une façon brouillonne, d'une façon structurée, explicative, une histoire totale. Une histoire justement qui ne prenne pas seulement la surface des événements, qui ne prenne pas seulement les grands hommes, et chez ces hommes, leur vie officielle, leur vie extérieure, mais qui prennent les sociétés et les hommes tout entiers, depuis leur vie matérielle, la façon dont ils s'habillent, la façon dont ils mangent, la façon dont ils pensent. Et là encore, comment, derrière leurs idées et leurs concepts, ils ont ces façons de penser presque automatiques, quotidiennes, que l'on appelle des mentalités. Eh bien, il faut, dans cette intégration à l'explication du passé, d'hommes, de groupes sociaux, de sociétés tout entières, intégrer, je dirais presque au premier chef, l'imaginaire. Car nous savons bien que ça fait aussi vivre, avancer, peut-être reculer aussi les sociétés et les hommes que la recherche de la nourriture, la lutte sociale. Bon, alors un bon point pour Georges Duby, il appartient à Nouvelle Histoire. Emmanuel Leroy-Ladurie aussi, je m'en doute, mais pour quelle raison?
Là aussi, il y a une tentative de globalité, une histoire globale. Voilà. C'est-à-dire, vraiment, il s'agit de romans et de ses environs pendant 15 jours. Et vraiment, on sait tout, quasiment, sur ce qui se passe, quasiment heure par heure, bien entendu, un roman. Georges Duby et Emmanuel Leroy-Ladurie, dans chacun de ses ouvrages, à sa façon propre, et propre aussi aux problèmes qu'ils se sont posés, d'appartenir plus particulièrement pour telle et telle raison à la nouvelle histoire. Il me semble que, en ce qui concerne Emmanuel Leroy-Ladurie, il y a d'abord ce que vous venez de dire. À travers le carnaval de roman. D'ailleurs, à la fin de l'ouvrage, à l'une de ces métaphores souvent hardies qu'il aime employer, il montre le carnaval de roman comme une faille semblable au canyon du Colorado qui permet de voir toute la stratigraphie structurale de la France et pourquoi pas de l'Occident à la fin du XVIe siècle. Donc, vous le voyez, l'événement, le dossier historique, et en définitive, cette nouvelle histoire, d'une certaine façon, elle récupère l'événement, mais elle voit dans l'événement l'objet, non pas dans lequel s'enfermer, non pas dans lequel voir un facteur essentiel de l'histoire, mais un révélateur de l'histoire profonde. Et à travers le carnaval de roman, il a retrouvé les rapports ville-campagne, il a retrouvé la lutte de classe à l'intérieur de la ville, il a retrouvé les fantasmes des uns et des autres, il a retrouvé cet extraordinaire univers du merveilleux, ces royaumes auxquels vous faisiez allusion tout à l'heure. Et alors là, il appartient aussi, si je peux le dire, à la nouvelle histoire, plus spécialement parce qu'il a uni profondément, et c'est une des tendances importantes de la nouvelle histoire, aujourd'hui en tout cas, l'ethnologie, l'anthropologie et l'histoire. Il a montré comment la fête, le carnaval, là encore, des objets qu'on laissait auparavant, des objets de l'imaginaire et qu'on laissait à l'ethnologue, en fait, ont leur place dans l'histoire, dans la vraie histoire, dans la grande histoire. Jadis, on regardait plutôt du côté de la sociologie. Certes, l'histoire nouvelle est aussi une histoire qui dialogue, qui se veut interdisciplinaire, comme on dit, avec les sociologues, mais c'est avec les ethnologues qu'elle a noué des liens privilégiés. Et à cet égard, le livre d'Emmanuel Leroy-Ladurie est aussi un grand livre d'ethnologie.